Merci de choisir New World dans son forum de tous les dimanches. Nous parlons cette semaine du Mali. Qui est derrière la tentative de coup d'État de la nuit du 11 au 12 mai 2022? C'est le thème du jour et nous en parlons avec trois invités. Luc Abaki, il est journaliste, analyste politique, King Dodjro, expert en finance internationale, et maître Eric Emmanuel Sosa, il est avocat. Et pour cette seconde partie, vous êtes amené à discuter avec nous. Plus 228 96 46 10 31. C'est le contact par lequel vous nous écrivez. Vos contributions, vos questions sont les bienvenues. Plus 228 96 46 10 31. Et pour la première partie, nous avons évoqué la possibilité de la réalité de cette tentative de coup d'État et surtout qui est derrière ce coup d'État. Et à la fin de la première partie, nous en étions à savoir si Assimi Goïta et les autres agissaient au nom du peuple ou en leur propre nom. King Dodjro, vous aviez la parole. Comme je le disais avant juste à la fin de la première partie de notre intervention, il faut qu'on se rappelle tous que les militaires n'ont pas décidé de faire le coup d'État au Mali. C'était à la suite d'un soulèvement populaire qui dégénérait, qui, si les militaires ne prenaient pas leurs responsabilités, ça allait tourner en guerre civile. Donc, on a vu le premier renversement qui a contraint le président à démissionner de ses fonctions. C'est ce que l'histoire retiendra, qu'il a démissionné à la suite des soulèvements populaires. Et à la suite de sa démission, bien évidemment, il y avait un gouvernement de transition qui a été formé et dirigé par l'ancien Bandao. Et à la suite de ce gouvernement, on a vu que ils ont réorganisé à l'interne. Ils ont vu que Bandao ne portait pas plus haut les drapeaux de la transition, qu'il fallait réorganiser les choses. Donc si on le qualifie de coup d'État, ça c'est d'avis personnel, mais à mon niveau, c'est une réorganisation en interne qui a eu lieu, qui a permis aujourd'hui aux militaires de prendre pleinement la tête de la transition et qui gère le pays comme un chef d'État. Moi, à la fin de la journée, les coups d'État ont toujours lieu sur un chef d'État. Si Assimi Goïta n'était pas un chef d'État, on n'allait pas organiser des coups d'État contre lui. Et si hier il dit on a voulu m'assassiner à la mosquée, il a annoncé, je pense qu'on a cru à cela. Aujourd'hui, il dit on a tenté encore de m'atteindre. Et si les gens doutent, je pense que chacun est libre de douter ou de croire. Mais moi, je crois fermement qu'il y a eu des tentatives sérieuses. Et n'eût été la vigilance de l'armée malienne, n'eût été la vigilance de la garde rapprochée de ce chef d'État que je respecte au passage, il serait aujourd'hui dans les oubliettes. Quand on réussit le coup d'État, on ne parle plus. Quand c'est un échec, on peut avoir toutes sortes de commentaires et des doutes peuvent s'installer. Si les auteurs avaient réussi ce coup, on ne parlera plus d'Assimi Goïta aujourd'hui. Heureusement qu'il veille pour sa sécurité, il veille sur sa nation, il prend au sérieux son rôle de chef de l'État qui a deux prérogatives nécessaires, le droit de liberté, de privation de liberté, le droit de vie et de mort sur ces sujets, mais il a préféré de ce côté faire prévaloir le droit en arrêtant les auteurs et continuer les enquêtes pour aller à fond pour les motivations réelles et les auteurs réels. Donc aujourd'hui, c'est à saluer les autorités maliennes qui se soucient tellement de la situation de la population que eux-mêmes ils veulent vite aller. C'est pourquoi ils ont défini la durée de la transition sur 24 mois. Mais comme on ne veut pas de leur tête, on dit 24 mois, ça ne suffit pas, il faut que vous allez faire ça en 10 mois. Mais il parle de la refondation du Mali. C'est le lieu de féliciter encore tous ces partis politiques qui sont derrière ce gouvernement de transition. Il y en a plein qui militent pour le maintien de ce gouvernement qui fait un travail formidable, qui répond aux aspirations du peuple malien.
En l'occurrence, quand vous regardez Coreman et sa constitution avec tous ces partis politiques et organisations de la société civile qui sont membres, et ce qu'ils font tous les jours, les communications qu'ils font tous les jours pour soutenir ce gouvernement de transition, c'est formidable. Cela montre combien de fois le peuple malien est en phase avec son gouvernement et qu'il faut qu'on respecte le choix du peuple. Alors, Luc Abaki, la suite maintenant de cette tentative de coup d'État, est-ce que ce n'est pas un détail dont le gouvernement de transition aurait dû se passer? Est-ce que ça va être difficile en interne? Est-ce que ça ne va pas créer des frictions, des divisions? Est-ce que le bloc est encore solide? Parce qu'il est dit sur les réseaux sociaux, notamment dans certains médias, que ceux qui ont été arrêtés, parmi eux, il y a des très proches du président de l'Assemblée nationale, du Conseil national de transition, CNT, qui fait office d'Assemblée nationale. Est-ce que ça ne risque pas de nuire à la cohésion de l'équipe? Non, moi je crois que le principe de base qu'il faut observer, c'est d'abord la rigueur dans la gouvernance des affaires de l'État. Voyez-vous, l'État est régi par un certain nombre de principes. S'il y a des gens qui vont à l'encontre de cela, on n'a pas à être complaisant parce qu'on estime qu'il faut forcément travailler sur la cohésion. Donc, on peut ranger de côté des faits délictueux ou même des tentatives de crime. Voyez-vous, donc, je crois que sur le principe, si le coup d'État ou le projet de coup d'État est avéré, il vaut mieux, justement, mettre toutes ces personnes-là aux arrêts et puis les conférer tranquillement à la justice. Ce qu'on peut souhaiter, c'est que la justice puisse être équitable, que le droit de la défense soit respecté, de manière que les personnes mises en cause puissent avoir la défense nécessaire afin que la vérité sur cette question puisse s'éclater. Cela dit, oui, il y a aussi un problème de cohésion. D'abord de l'équipe Goïta, parce que je crois l'avoir dit au départ ici, que si cette équipe est en train de marquer les pas, malgré toute la fronde qu'on observe au plan international, notamment avec la France et ses alliés de l'espace francophone, et cette équipe continue justement d'assumer ses charges régaliennes, de payer les fonctionnaires, d'augmenter même les salaires et d'assurer en tout cas les garanties des fondamentaux de l'État, c'est qu'il y a d'abord une cohésion, c'est qu'il y a une solidarité, c'est qu'il y a une dynamique unitaire qui est entretenue. C'est d'ailleurs pour ça que je vois le colonel Goïta dans la posture d'un leader. Parce que le leader est celui-là qui a cette capacité d'avoir un regard en permanence bienveillant sur l'ensemble de ces sujets et qui a cette aptitude à tirer l'ensemble de ces sujets vers le haut et donc de les amener, si vous voulez, chacun à donner la meilleure version de sa personne. Il me semble que le génie malien est en train d'être interrogé, en tout cas, depuis qu'il y a cette ligue contre ce régime-là, ils font même des prouesses que beaucoup d'États, beaucoup de pays qui ne sont pas sous sanction, n'arrivent pas à faire aujourd'hui. J'en veux pour preuve le coût de l'intrant des engrais au Mali. L'engrais est à peine à 10 500, 12 500. Alors que le pays fait face à des sanctions, il y a des contingences, des pesanteurs extérieures qui ont un impact mais très néfaste sur l'économie. Et donc, on aurait pu alors vendre l'engrais à 18 000 comme ça se vend ailleurs, notamment comme chez nous, ou à 16 000 tout au moins comme au Bénin. Mais ils sont allés jusqu'à trouver le moyen de faire vendre ces intrants-là à 12 500, 10 500. Ça veut dire que... Un pays enclavé. Voilà, un pays sans littoral. Ça veut dire qu'il y a un engagement farouche en faveur du meilleur devenu du peuple. Et puis, c'est sous les sanctions. C'est-à-dire que c'est pendant que le Mali a connu le coup d'État qu'il a multiplié sa production de coton à plus de 7 fois ou 8 fois. Voyez-vous? Parce que c'est une question de vision. Et moi, je crois que les choix politiques qui sont opérés dans ce pays-là sont de vraies leçons pour beaucoup de nos dirigeants aujourd'hui. Parce que sans aide extérieure, sans appui budgétaire, sans accompagnement, avec sanctions et tout cela, ce pays continue de fonctionner. Alors que le pari de beaucoup de gens, c'était qu'ils ne vivraient qu'au bout de 2 semaines ou un mois maximum. Nous sommes à 5 mois et c'est ce pays qui continue d'augmenter les salaires et d'assurer
énormément de charges et avec une élégance remarquable. Voyez-vous, c'est pour dire qu'au bout du compte, c'est que nous avons cette possibilité d'affranchissement dans nos pays, mais à cette condition que nos dirigeants aient la lucidité nécessaire, s'investissent véritablement pour la cause du pays et interrogent le génie de chaque pays et fassent en sorte que toutes les compétences existantes dans le pays puissent être questionnées et participent activement à la construction des États. Voilà. Luc finira par être ministre des Affaires étrangères du Mali. Non, mais bon, je constate, sans que cela me fâche aucunement, que je suis en présence de deux hagiographes du régime malien. Bon, ce n'est pas... On parle des faits. Hein? Non, ce n'est pas grave. On analyse des cas. Ils ont, par certains côtés, des aspects très séduisants. On peut approuver certaines de leurs décisions. Là, ici, et encore que je ne voudrais pas paraître un contenteur irréductible du régime malien. Je parle de façon générale. Là, ici, le thème de notre émission aujourd'hui, c'est une tentative de coup d'État. Encore une tentative de coup d'État au Mali? Il faut bien se poser la question. Est-ce que le pouvoir malien, pour se relégitimer, n'a pas aussi intérêt à donner l'impression qu'en son sein, on est en train de diviser et finalement, pour arrêter toute velléité de discussion au sein de l'appareil militaire, de mettre les gens au pas? C'est une question qui est légitime et qu'on peut se poser. C'est la raison pour laquelle je dis que nous ne sommes que en train de faire des conjectures. Ouais, les téléspectateurs réagissent. Nous allons commencer par les écouter. Simlewa Esso, Dawangelo Akara. Bonjour Niwod, bonjour aux invités. Le Mali montre l'exemple du courage de libération attendu par la jeunesse africaine. Dommage que certains analystes émettent des doutes. Moi, je ne doute point. La France cherche par tous les moyens pour déstabiliser le Mali. Elle ne voudrait pas que la réussite du Mali fasse cas d'école. Personne ne pensait que le Mali pouvait tenir 5 mois sous cet embargo. Dommage que le reste de la CEDEAO travaille pour leur maître qui est la France. Tentative de coup d'État au Mali, c'est une réalité indéniable. Tant pis à ceux qui doutent comme maître social. Non, mais écoutez, non, mais absolument. Non, écoutez, non, je comprends qu'un commentateur, un téléspectateur puisse exprimer de façon très subjective son opinion. Nous qui avons le privilège d'avoir la parole, nous devons faire en sorte de ne pas rendre cette parole abrasive et de ne pas tenir des propos incandescents. Au Mali, on n'a pas besoin de jeter de l'huile sur le feu. Et quand on parle d'un sujet comme une tentative de coup d'État, je pense que nous devons avoir la responsabilité, en tant que commentateur, de mettre sur la table tous les éléments. Et si on n'a pas de preuves, dire que les éléments ne sont pas réunis suffisamment pour accabler. Mais ceux qui y trouvent une preuve absolue ont le droit aussi de le dire. D'ailleurs, à ma gauche, il y a quelqu'un qui n'a aucun doute sur l'existence d'une tentative de coup d'État et qui applaudit le génie de l'armée malienne pour avoir tout fait pour éventer ce coup d'État. Bon, mais très bien. Mais au moins, ça veut dire qu'il y a une diversité d'opinions. Je ne suis pas obligé de m'inscrire dans la veine de ceux qui disent il y a une tentative de coup d'État, les gens qu'on a arrêtés sont coupables, il faut les pendre demain matin. Voilà. Olivier, depuis Léo 2000, il dit merci pour tous les efforts que vous faites pour donner plus d'informations à la population, mais il nous dit que mon micro ne... S'il vous plaît, quand vous parlez, on ne vous entend pas. Bon, vérifiez si votre micro est allumé. Il est bien allumé ici. Je ne sais pas s'il y a un souci technique. Nous demandons au réalisateur de bien vouloir vérifier les câblages. Merci Niwa, s'il vous plaît, veuillez revoir le micro du modérateur. Donc ça veut dire que c'est un vrai souci. Mais là, nous sommes en direct. Voilà les aléas du direct. Les aléas du direct. Comme on dit. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Bonjour, Monsieur Gilles. Vous avez des invités que j'adore de par l'efficacité et l'intelligence de leur analyse. Richard Tagba depuis Kara. Tout porte à croire que la destruction du Mali, dont on veut voir achevée, ne pourra qu'être l'œuvre des ennemis déjà connus. Mais alors, ma question est de savoir
Que dit la CEDEAO à cet effet, dans la mesure où elle doit défendre aussi ses membres, aussi les forces militaires de la dite organisation sont-elles toujours opérationnelles? King? Il faut noter par là qu'aujourd'hui, la CEDEAO est en train de négocier des accords de coopération militaire avec l'OTAN pour la région sahélienne. Cela veut dire quoi? Le Mali aujourd'hui est un partenaire stratégique de la Russie dans les pays sahéliens. Du moment où la CEDEAO stratégiquement va négocier des accords militaires avec l'OTAN, cela sous-entend que la CEDEAO se ligue davantage pour coincer le Mali parce que quand on parle du Mali aujourd'hui, on parle de la Russie en Afrique. Donc, je pense que le fossé se creuse davantage et que les initiatives que les chefs de l'État de l'Afrique de l'Ouest, consignés dans l'organisation que nous appelons la CEDEAO, prennent ne sont pas de nature à garantir une harmonie dans le rapport entre le Mali et le reste des États de l'Afrique de l'Ouest. Et voilà pourquoi, au vu de ces choses, beaucoup de partis politiques ou d'organisations politiques au Mali demandent simplement le retrait du Mali de la CEDEAO parce que quand on regarde l'avenir dans le rapport avec la CEDEAO et ce que l'organisation fait avec les partenaires ennemis ou bien les ennemis de la Russie, ça ne garantit pas une bonne suite. C'est ce que je peux dire à ce niveau parce que quand on parle de l'OTAN déjà dans les Sahel, sachant que l'OTAN et la Russie sont en guerre en ce moment, et je pense qu'ils sont en train de vouloir déjà réinventer la guerre qui a lieu aujourd'hui en Europe, en Afrique à travers le Mali. Et c'est la guerre mondiale sans doute. Aimé de Zanguera. Aimé nous dit bonjour le plateau et à tous les invités. Les autorités maliennes sont dans le faux fuyant. C'est un comportement normal des autorités sans maîtrise de la situation et en plus qui joue avec le chronomètre. Pendant ce temps, c'est le peuple qui malheureusement sort perdant. On trouve des boucs émissaires partout. C'est de la paranoïa. Aimé de Zanguera. Luc? Oui, c'est son opinion. Moi, je crois que j'ai juste envie de lui poser la question de savoir, dans notre espace, quels sont les dirigeants qui ne sont pas dans le faux fuyant. Voilà, parce que nous, on est obligé de travailler avec des faits. Avec des faits, parce qu'il faut comprendre que le problème malien, l'État malien fait face à un problème extrêmement sérieux, qui est le terrorisme et le djihadisme. Je crois que M. Dodro a bien fait de rappeler... Dodro, voilà, a bien fait de rappeler qu'au moment où le Mali appelait la France à la rescousse, en 2013, c'était Kidal seul qui avait été pris à l'époque. Et puis donc, malgré l'arrivée de toutes ces forces-là, de ces milliers de forces étrangères dans ce pays, le mal s'est métastasé. C'est un problème sérieux. Je crois que très récemment, nous avons vécu un cas d'attaque dans le temps du Hari. Vous avez vu toute l'émotion que ça a créé au sein de la nation. Imaginez un pays qui vit cela pendant 10 ans. Ça veut dire que les citoyens eux-mêmes ne s'appartiennent plus du tout. Ils n'ont plus de repères et ils ont pactisé fondamentalement avec l'impasse, la phobie permanente. Et voilà une équipe gouvernementale qui vient et qui, en un temps record, commence donc à reconstruire l'État et à faire en sorte à bouter hors d'état de nuire tous ces fauteurs de troubles-là, tous ces esprits malsains qui sèment la terreur au sein de la population. Mais on dirait que les attaques djihadistes se sont calmées quelque peu, relativement calmées. Mais oui, vous avez constaté, vous savez, l'État malien a investi énormément dans la restructuration de son armée, dans son armement, et dans sa réorganisation, dans son équipement, et au point où on voit quand même les résultats. Je pense que, j'espère qu'on ne nous dira pas aussi qu'il s'agit de la propagande lorsque nous constatons que quand même, depuis un bon bout de temps, les cas d'attaque sont véritablement réduits parce que les sanctuaires des djihadistes sont en train d'être progressivement démantelés et l'État continue de façon progressive à reprendre possession des espaces qu'il avait perdus par le passé. Et ça, ce n'est pas un petit travail. Les gens doivent comprendre qu'en fait, nous parlons d'un pays qui fait face à une guerre asymétrique qui n'est pas facilement maîtrisable.
Et donc, c'est une vraie prouesse qui est en train de se manifester là actuellement et à travers les actions que les dirigeants maliens sont en train de mener, parce qu'en fait, il y a d'autres cas, notamment au Burkina Faso, au Niger, où on n'a pas encore trouvé de solution. Vous savez, je crois que ça fait déjà 4 mois que le Burkina Faso a connu aussi l'autre coup d'État. Mais les attaques des djihadistes et terroristes continuent de se multiplier là-bas. On n'a pas encore trouvé la solution, voyez-vous. Donc, il ne faut pas minimiser cette action déterminante que cette équipe actuelle est en train de faire, en plus de tous les investissements et tous les travaux qui sont faits dans le monde social pour relancer l'économie, malgré toutes les pesanteurs et toute la ligue contre ce pays-là. Mais Joseph Médéton, depuis le Bénin. Bonjour le plateau, merci aux invités, aux journalistes principaux, merci. La plupart des coups d'État, surtout en Afrique de l'Ouest de 1960 à nos jours, sont organisés par la France. Lui, il est formel là-dessus. Et surtout que le Mali est dans un bras de fer avec la France, il n'est plus à imaginer. Et en conclusion, c'est la France qui est bel et bien derrière cette tentative de coup d'État. Je pense que les invités ne diront pas le contraire. Bien. Bon, un jour, une fois, Dieu va libérer l'Afrique des griffes. Voilà quelqu'un à qui je laisse la responsabilité de ses propos. Absolument. Mais pour revenir au débat, et le jeu du contradictoire rend tout débat intéressant. Si je vous comprends bien, cher ami Lucas Baki, donc à ce compte-là, c'est même pas la peine de parler de transition. Installons durablement Goïta et la junte au pouvoir. C'est pourquoi je parle d'un régime de fait. Attendez, à vie. Nous n'avons pas compétence pour ça. Vous pouvez faire votre ambassade. Je pense qu'elle sera efficace parce que vous parlez avec une conviction tellement passionnante. Non, je parle des faits. Non, vous parlez d'une conviction tellement passionnante et je crois qu'elle peut être contagieuse. Parce que si vous arrivez à mobiliser autour de vous autant d'adhésions, Assimi Goïta est roi du Mali. Non, mais est roi du Mali pour... Mon rôle est de partir des faits pour analyser. Non, pour les 100%. Le parallèle avec les autres pays. Attendez. Non, mais je ne peux pas quand même vous laisser dire que à cause du génie militaire aujourd'hui retrouvé de la junte, il n'y a quasiment plus aucun foyer de combat au Mali. Est-ce que j'ai dit ça? Non, mais vous avez quasiment vous avez dit ça en faisant le parallèle avec le Burkina Faso, en disant que malgré le coup d'État, la montée en puissance, mais on reconnaît quand les même événements de Moura, sont une preuve évidente. Il ne faut pas caricaturer ma propos. Autant lui qui est dans la propagande, vous êtes dans la contre-propagande. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Allez-y. Il faut aussi considérer, et c'est à mettre au crédit de la junte, qu'ils ont abordé une autre façon de gérer la crise. C'est-à-dire, ceux qui sont en train d'être combattus et de nous combattre sont des Maliens. Et si on allait leur parler, je pense que cette solution aussi est actuellement en train d'œuvrer, et c'est la raison pour laquelle peut-être nous avons une sorte de trêve qui fait qu'il y a moins d'agression, ou en tout cas l'élan belliciste est atténué, et du coup il y a un peu plus de... entre autres. Oui, entre autres solutions. Et là, mais le maître parle des rebelles, il parle des rebelles, c'est différent des terroristes, parce qu'il y a deux factions de combattants sur le territoire. Apparemment, vous les connaissez tous. Je vous invite. Non, c'est documenté. Attendez, non, je dis... Ne prenez pas mon avocat en sandwich. Parce qu'il y a les terroristes et puis il y a les rebelles. Les rebelles qui luttent pour l'indépendance d'une partie du Mali. Eux, ils sont en position de négocier, bien évidemment. Vous n'avez aucun appétit pour le contradictoire. Vous n'aimez pas aller au ils sont en position de négocier, bien évidemment, avec le gouvernement de transition pour une solution malienne. Par contre, les terroristes qui sont instrumentalisés par les forces étrangères, dans lesquels on attrape tous les jours des étrangers de peau blanche. Quand on attrape, par exemple, les Allemands dans les terroristes, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire beaucoup. Et donc, ces Allemands qu'on a attrapés ne sont pas en position de négociation aujourd'hui avec les autorités maliennes. Et que je qualifie d'abord, c'est un gouvernement de fait. Il y a ce qu'on appelle, vous êtes avocat, il y a ce qu'on appelle le mariage de fait. Le fait... en France, l'expression que on connaît, c'est le concubinage notoire. Mais oui, donc nous avons une situation de fait qu'il faut faire avec. Le gouvernement de transition gère le pays avec de l'art, et ils sont à féliciter. Du moment où
Aujourd'hui, ce qui a conduit le peuple malien à se soulever, à renvoyer l'ancien président, c'était le fait, c'est le lacisme dans l'armée. On attaquait l'armée de part et d'autre. On a récupéré tous les territoires, plus de 2/3 du territoire malien. Le peuple a dit non, c'est Bamako qui sera pris. Donc si on ne se soulève pas pour changer la donne, nous serons pris par ces forces étrangères. Et c'est ce qui est la base du soulèvement du peuple malien. Non mais bon, enfin, Assimi Goïta, un griot exceptionnel, je pense que vous devriez demain prendre votre passeport malien. Non mais écoutez, plus sérieusement, non, je ne suis pas en train de dire que tout ce que fait la junte militaire au Mali est à mettre à la poubelle. Ils prennent des décisions heureuses, mais ils font des choses qu'il faut encourager. Mais ici, on n'est pas là en train de juger de la transition, de sa durée et de la pertinence d'un coup d'État qui a réussi et qui impose son agenda. On n'est pas en train de parler de ça. On est en train de parler d'un sujet. Je voudrais à chaque fois qu'on y revienne. Oui, de tentative de coup d'État qui a été déjouée récemment. Oui, avec une question de Gouro Awissi depuis Taboulé-Copé, qui tombe à point nommé. Bonjour le plateau, merci à tous les invités. Ils sont des invités spéciaux. Juste pour savoir pourquoi Baba Ahmed a été arrêté le 7 mai 2022, soit avant la date de la tentative de coup d'État dont il est accusé par la junte. 2. Si le coup d'État était confirmé, pourrait-elle être l'illustration de la division au sein de l'armée? Totalement, oui. C'est bien ce que je disais tout à l'heure au tout début de l'émission. Je disais que avant même d'aller imaginer une puissance étrangère derrière, qu'on peut soupçonner, et suivez mon regard, on peut tout à fait identifier une puissance étrangère. Hein. Mais encore une fois, je dis, la méthode idéale, c'est de trouver au sein de l'armée des gens qui sont capables d'épouser un autre point de vue et d'imposer une autre trajectoire à la transition que les gens veulent raccourcir coûte que coûte. Donc, on n'a pas besoin que ce soit la France, mais ça peut être aussi la France aidée par des pays qui épousent complètement sa vision des choses. Mais vous avez vu M. Macron disant, lorsque la crise diplomatique a été déclenchée, je vais en parler, lui, Macron, je vais en parler à Alassane Ouattara directement. C'est-à-dire qu'il ne considère même pas la CEDEAO comme étant un ensemble homogène avec lequel il faut avoir un dialogue diplomatique direct. Mais il prend au sein de la CEDEAO celui qui est son interlocuteur privilégié. Donc vous voyez, on a vu tout ça et on est d'accord que le Mali et la France sont aujourd'hui à couteau tiré. Bon, maintenant, si tout ce qui se passe au Mali doit être mis sur le compte de la France, je dis encore une fois, c'est une facilité dans laquelle il ne faut pas tomber. Et quand la junte nous dit que la tentative de coup d'État qui a été déjouée serait parrainée par une puissance étrangère dont le nom n'a pas été donné, je dis, tout le monde, sans être obligé d'être grand clair, imagine la France derrière. Mais à moins que la junte nous éclaire davantage sur qui c'est, cette conjecture-là, on est obligé de la faire. Et c'est ce que la plupart des gens font. Mais la France, elle a bon dos, mais elle l'a bien cherché au Mali. On est d'accord dessus. Mais une fois qu'on a dit cela, aujourd'hui, cette transition, comment est-ce qu'elle va se poursuivre? Et pendant la transition, qu'en est-il de la vie quotidienne des Maliens? Parce que la transition, elle est chargée d'abord et avant tout d'installer la paix, de l'installer durablement, avant qu'on ne parle de la remise en ordre des institutions. On ne peut pas faire d'élection demain matin au Mali. C'est clair pour tout le monde. Ni dans 3 mois, ni peut-être dans 1 an. Il faut d'abord réussir l'équation militaire, c'est-à-dire instaurer la paix, avant de parler de faire des élections. C'est dans ça qu'on est, et des gens sont en train d'attaquer la junte, de l'accabler tous les matins. Mais là, c'est elle-même qui est venue nous dire qu'il y a une tentative de coup d'État qui a été déjouée, mais qui ne nous dit pas de quoi il s'agit. C'est la raison pour laquelle cette tentative de coup d'État, pour moi, jusqu'à ce qu'on m'apporte les éléments constitutifs de la tentative, qui on a arrêté et sur quelle base on les a arrêtés, je continuerai de dire la tentative de coup d'État, mon œil. Voilà. Et dans son propos. Peut-être le temps de vous servir la contribution de Corneille Kossi, et vous avez la parole, qui nous écrit d'Abidjan. Bonjour le panel, bonjour à la direction
de la télé au logo bleu indigo. Hein, merci. Je voudrais saluer le journaliste et l'économiste qui nous situe de manière claire sur la situation qui prévaut au Mali. Il s'agit de Luc et de Dodgero. Très chers Africains, soyons unis pour défendre notre cause commune qui est la liberté totale vis-à-vis des prédateurs du monde. Les médias occidentaux sont soudés et unanimes sur leurs mensonges pour dominer le monde. Pourquoi les médias, les intellectuels des pays dominés veulent faire plaisir à qui que ce soit? Poussons plus nos réflexions sur le cas du Mali. Corneille Kwasi depuis Abidjan. Alors, donc, je pense qu'il a fait une contribution assez enrichissante. On le remercie pour cela. Je disais à l'instant que je me suis retrouvé à plusieurs reprises dans le propos de Maître tout à l'heure, lorsqu'il a évoqué un certain nombre d'éléments et où il dit, pendant ce temps-là, quelle est la situation que vivent les Maliens. Mais justement, c'est ce que j'étais en train de développer à l'instant. Pour dire qu'on a constaté que les dirigeants maliens, malgré les difficultés, ont augmenté des salaires. Ont d'abord assuré les salaires des fonctionnaires et ils les ont augmentés, ce qui n'est pas arrivé dans nos États, qui ne sont pas sous sanction, qui n'ont aucun embargo, qui n'ont aucune difficulté. Ils ont renforcé leurs militaires et ils sont en train de reconquérir de façon progressive, je crois que c'est ce que j'avais dit, le territoire qui avait été envahi justement par les terroristes, les djihadistes, etc. Et j'observe justement qu'il y a un leadership qui est à saluer parce que la paix dont il a parlé, on constate qu'on est en train, de façon progressive, en train de la consolider, etc., etc., etc. Donc, tous ces éléments mis ensemble nous permettent de dire que, quel que soit le moyen par lequel les dirigeants actuels sont arrivés au pouvoir, ils font quand même preuve de vision, de pragmatisme. Parce qu'en fait, au bout du compte, qu'est-ce qui compte pour le citoyen? C'est son bien-être, c'est son épanouissement. C'est l'écosystème qui lui permet de se faire valoir en tant que citoyen. Mais alors, est-ce que son problème, c'est de voir c'est le dirigeant qui est là, quelle est sa nature? Est-ce qu'il est aimé par l'extérieur ou pas? Non, pas du tout. Parce qu'en tant que citoyen, nous recherchons tout simplement l'écosystème dans lequel on peut faire valoir nos compétences et à travers lesquelles nous nous réalisons tout simplement. Et j'observe que les dirigeants maliens actuels, à partir d'un certain nombre de faits que j'ai eu à lister, qui ne sont certainement pas exhaustifs, sont en train de travailler dans ce sens-là, sont en train de réaliser un rêve que nous sommes en train, nous tous ici, auquel nous aspirons, qui est de créer les conditions d'une gouvernance où les citoyens peuvent se faire valoir, avoir leur droit à la parole, avoir leur droit à l'emploi, etc., etc. C'est tout ce que nous recherchons. Alors la question qui est derrière le coup d'État, je comprends bien entendu la nuance que Maître apporte, parce que justement, dans sa posture d'avocat, il faut qu'il ait les éléments. Et nous tous, nous sommes d'accord là-dessus. Nous sommes obligés, comme il a dit, de passer par des conjectures, de parler d'un certain nombre d'éléments corroborants qui peuvent vous conforter l'idée du coup d'État et que vous légitimez le fait qu'aujourd'hui, il y a un coup d'État. Ça ne veut pas dire que nous adoubons de fait le principe du coup d'État pour dire, à partir du moment où ils l'ont dit, c'est que c'est vrai, mais si c'était absolu, ça veut dire qu'il n'y aurait pas de justice. Dès l'instant où les personnes interpellées seront traduites devant la justice, je crois l'avoir dit, notre devoir, c'est d'exhorter les dirigeants maliens, en tout cas la justice, à être équitable et à faire en sorte qu'elle fasse réjaillir la vérité de manière que, on assume l'état de droit et que tout le monde sache que c'est les responsables. Je pouvais rappeler ces propos de Drian entre-temps qui considérait... Qui n'est plus ministre. Oui, j'ai dit propos, l'ancien ministre. Est-ce qu'on ne va pas le laisser? Non, on ne va pas le laisser. C'est lui qui a créé ça. Alors, il disait que la présence de Wagner, d'abord entre guillemets, Wagner au Mali, contribuait à piller leurs ressources à eux, les Français. Vous comprenez? On parle du Mali là. Un ministre français. Ah bon, oui, bien sûr. Il n'a pas dit les ressources de la France. Non, les ressources à eux. Maliens. Non, oui. Okay. Les ressources maliennes sont à eux, quoi. Ah, d'accord. Vous comprenez un peu? Donc, c'est de ça qu'il s'agit en se demandant. C'est pas exactement ça. Donc, je ne suis pas l'exégète des propos de avec quelles ressources ils payaient les armes que la Russie leur livrait. Donc, il se dit que c'est dans ça qu'il disait que ils pillaient les ressources ils pillaient leurs ressources. Donc, vous voyez, ils considèrent nos chefs d'État comme leurs sous-préfets. C'est-à-dire, c'est une continuité de la France, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Mali, c'est une continuité du territoire français. C'est-à-dire qu'ils ont seulement manqué de déclarer
déclarer nos territoires de territoires d'outre-mer, comme ils ont fait ça à Martinique, Guadeloupe et autres. Donc, ils sont dans cette dynamique mentale. Ils ne conçoivent pas que les Africains puissent décider de ne pas leur laisser la liberté, le libre choix d'exploiter nos ressources minières et de mettre en place celui qu'eux veulent. C'est une forme de clientélisme. Je pense que Goïta n'était pas le bon client de la France. Aujourd'hui, il a tous les problèmes. Pourquoi est-ce que tu choisirais la Russie à mon détriment? Marius nous écrit de Palimé. Palimé, bonjour à nos téléspectateurs de Palimé, de la région dans le Cloto. Voilà le trio que la population veut que vous invitiez chaque fois sur les sujets africains. Ah bon, donc le trio, je le retiens, Luc, King et Emmanuel. On le remercie. On le remercie en tout cas. Avec plaisir, on reviendra. Aujourd'hui, tout le monde, même mon enfant de 5 ans, sait ce qui se passe en Afrique et dans le monde. Tout le monde sait que c'est l'Occident, surtout la France et les États-Unis, qui troublent la tranquillité du monde. Alors, invitez sur vos plateaux les gens qui ne vont pas nous énerver, car nos tensions sont déjà à 18. Alassane Ouattara qui parle de coup d'État au Mali. Chez lui, je me demande ce que c'est. Lui qui a violé la Constitution pour briguer un 3e mandat. Et puis parler du Togo aussi, car nous avons faim. Marius depuis Palimé. Bon, voilà, sa préoccupation. Voilà, justement. Il un peu de faim et un peu de trio. Oui, voilà, il a faim, donc il cherche une solution. Et c'est ce que les autorités maliennes sont en train d'apporter à leur peuple là-bas. Et que nous saluons, justement, voyez-vous. Mais je pense qu'il faut vraiment prendre au sérieux tout ce que nous sommes en train de dire ici. Parce que moi, en suivant de près ce qui se passe au Mali et puis dans son bras de fer avec la France, j'ai le sentiment, à partir de la nouvelle équipe qui vient d'être mise en place en France, que le président Macron a tendance, fait un effort de comprendre ses erreurs, ses manquements. Je peux me tromper éventuellement, parce que à partir du moment où il a fait sortir Jean-Yves Le Drian, qui est le propriétaire de la guerre entre la France et le Mali, parce qu'il faut le reconnaître, c'est lui qui était le ministre de la Défense de la France au moment où les autorités maliennes avaient demandé le secours de la France pour intervenir à ses côtés en vue de mettre fin justement au djihadisme et au terrorisme. Et après cela, il a été propulsé au poste de ministre des Affaires étrangères. Mais malheureusement, lui n'étant pas diplomate, c'est un agrégé d'histoire, il n'a pas eu les subtilités nécessaires pour tenir le langage, ne serait-ce que diplomatique, c'est-à-dire en point d'élégance, de souplesse, d'égard vis-à-vis donc de ses partenaires et tout. Et donc tout cela a participé à fermenter un peu l'ambiance entre la France et le Mali. Et donc aujourd'hui, si Emmanuel Macron le démet de ses fonctions et il met à sa place une dame chevronnée en diplomatie, toute sa carrière, pendant plus de 30 ans, 40 ans pratiquement, c'est une diplomate, on peut considérer que les autorités françaises sont en train de comprendre qu'elles ne peuvent plus parler n'importe comment à des États africains, en tout cas supposés être souverains. Donc moi, je vois ça sous cet angle-là, ainsi que la ministre des Armées, qui est remplacée aujourd'hui par quelqu'un qui aime bien l'armée, qui est même nommé colonel de l'armée, bien qu'il soit civil, enfin de la gendarmerie et tout. Ça veut dire qu'on veut professionnaliser ce domaine-là. Parce que le vrai problème de la France aujourd'hui, c'est l'Afrique, notamment le Sahel. Et donc, si ces poids lourds du système Macron ont été démis de leurs fonctions, je considère que tout ce que nous sommes en train d'avancer ici, qui est considéré comme étant les manquements de la gouvernance de Macron, est en train d'être revu. Mais on attendra de voir les pas que les nouveaux acteurs là, qui sont directement impliqués dans la crise malienne et puis même dans le Sahel et l'Afrique en général, auront à poser, et donc on va mieux apprécier tout simplement. Satan ne se répand pas. Écrits de Dapaon, innocent de Dapaon. Nous saluons donc Dapaon aussi. Bonjour le plateau et merci pour la qualité du débat avec
nos éminents invités qui ont un niveau très élevé. Si jusqu'alors il y a des Africains qui continuent de faire le jeu du colonisateur au détriment de leurs frères africains, c'est que nous n'avons pas compris que seuls nous, peuples africains, nous devons nous unir autour des dirigeants qui veulent changer l'ordre établi par la France et restaurer notre identité et notre dignité. Bon. Oui, ici aussi, merci pour sa contribution. Je pense que, encore une fois, il faut qu'on évite de tomber dans la facilité. Notre dignité, c'est à nous-mêmes de la défendre, et nous devons la défendre en promouvant des valeurs qui nous rehaussent. C'est-à-dire que là où je suis aujourd'hui, je ne peux pas considérer que notre dignité et sa défense se trouvent dans la promotion du coup d'État. Absolument pas. Notre dignité est à défendre dans des valeurs plus positives qui feront que des pouvoirs légitimes, c'est-à-dire installés par la volonté populaire, sont efficients et travaillent dans la durée sans craindre à chaque fois d'être renversés parce que des militaires versatiles en ont décidé autrement. Ça, c'est le progrès qu'il faut souhaiter à l'Afrique. Parce que j'ai l'impression que, en fin de compte, on est en train de parler de Assimi Goïta et du pouvoir malien comme étant les héros africains contre les chefs d'État, sous-préfets et vassaux. Donc on a vu quand même des coups d'État poser des bases d'un État solide. On donne souvent le cas de Rollis au Ghana. Mais écoutez, alors Sankara. Merci. Non mais alors après Sankara et Rawlins, combien de coups d'État? Oui, mais De Gaulle même en France, tout le monde parle de son coup d'État. Ben, écoutez, je ne vais pas aller chercher comme exemple ce qui s'est passé en France quand je veux que l'Afrique sorte justement des paradigmes et des schémas franco-français. Non, la plupart des coups d'État depuis 1960, il l'a dit avec raison, ont été totalement parrainés et même organisés par la France. On parlait de Bob Denard, Bob c'est l'illustration parfaite. Souvenez-vous de David Dacko dans un avion pour remplacer Bokassa qui dans lui-même l'opération on n'est que dans ça. On n'a eu que ça tout le temps. Et donc finalement, je crois qu'il faut absolument que la culture de la démocratie s'enracine dans nos mentalités pour que les populations ne soient pas en train de souhaiter et d'applaudir un coup d'État chaque fois qu'il survient, parce qu'ils en ont marre de voir des civils se comporter finalement comme des voyous, en commettant eux-mêmes des coups d'État institutionnels. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux façons de le faire, soit par la gâchette, soit par le bistouri de la Constitution. C'est-à-dire qu'en fait, on vient faire à chaque fois une incision dans la Constitution, on crée des situations juridiques totalement indéfendables, mais on les justifie par des majorités à la solde du pouvoir à l'Assemblée, et on vient dire on a fait un changement constitutionnel. On le vit tout le temps. Donc ce mécontentement et cette espèce de délégitimation des pouvoirs civils fait que nos populations adhèrent à des coups d'État qui doivent à chaque fois être considérés comme des accidents institutionnels. Mais est-ce qu'on ne peut pas les considérer comme des nouveaux départs? Non. À chaque fois, ce n'est pas un nouveau départ. Attendez. Oui, quand ça va mal. Hein. Mobutu a fait un coup d'État. Mobutu a fait tuer le Mumba. Est-ce que c'est un nouveau départ pour le Congo? Vous avez vu dans quel état est le Congo aujourd'hui? Non. Donc, à chaque fois, comment il s'appelle? Moussa Traoré, il avait fait un coup d'État. Est-ce que c'était un nouveau départ jusqu'à ce que ATT vienne? Il y a eu des coups d'État salutaires. ATT a fait un coup d'État salutaire. Et il a eu, héroïquement, le courage de se retirer pour laisser les choses se passer, les civils prendre le pouvoir, installer un modèle démocratique qui lui a permis d'accéder au pouvoir démocratiquement. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Sanogo est venu lui faire un coup d'État à lui-même, alors qu'il n'aspirait plus à rien, il ne voulait même pas briguer un mandat futur à venir. À quelques mois de la fin de son mandat, il lui fait un coup d'État. Et ça a plongé le Mali dans la situation que nous connaissons aujourd'hui. Alors, de grâce, je ne voudrais pas qu'il y ait d'amalgame. Si je critique le coup d'État malien, si je critique certaines postures de la junte, il ne faudrait pas qu'on nous dise ce sont des héros parce qu'ils osent défier la France. Non.
Ibrahim Dazaou, bonjour à tous les invités sur le plateau de New World. Ce coup d'État manqué a été planifié par la France avec l'aide de plusieurs pays de la CEDEAO. Et l'attaque terroriste au Togo fait partie du plan pour créer une diversion et éviter que les supposés soutiens du pouvoir malien ne viennent à son secours lorsque les choses se seront déclenchées. Ibrahim ne porte pas de gants. Il va du droit au but. Non, moi, je pense qu'il faut toujours revenir sur un point de départ. Nous parlons aujourd'hui de la dernière tentative de coup d'État qui a eu lieu sur le président actuel du Mali. Mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, on confond le chemin qui a conduit Assimi Goïta à la tête de l'État malien. Assimi Goïta n'a pas fait le coup d'État à Ibeka pour arriver. C'était un soulèvement populaire. Et Ibeka, l'histoire retiendra qu'il a démissionné à la fin. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que l'histoire retiendra avec les faits, les éléments factuels à l'appui. Alors, le monsieur qui dirige actuellement le pays a manqué de se faire renverser par ses proches collaborateurs. Quel est le rôle du chef de l'État? Comme je le dis, il a deux prérogatives principales. Le droit de vie et de mort sur les sujets, le droit de liberté, de privation de liberté sur les sujets. Et c'est en ce moment qu'il intervient. Et pour défendre la souveraineté du fauteuil. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, du moment où il est menacé, du moment où la souveraineté est menacée, un chef d'État se doit de faire valoir ses prérogatives. Ouais. Et il les a arrêtés. Et je pense que les Akins sont en cours. Ouais, et ils ont déclaré également... On saura, finalement ce qui s'est passé bien sûr, dans le procès. Nous saluons Julien Agledo de Toglekope pour son message. Jonathan Datapame nous a écrit aussi. Luc, je vous renvoie son message. L'un des meilleurs plateaux d'émission sur New World Info, même dans la diversité d'approche. Merci à vous. On les fera donc venir régulièrement. Tout porte à croire que le Mali fait un bon qualitatif qui semble faire peur à certains pays occidentaux. Tout ce que je ne comprends pas est le diatribe à l'égard du Mali et le tapis vert au Tchad. Comment bloquer l'achat des matériels militaires par certains pays alors qu'un autre pays peut leur fournir sans trop de tracasseries administratives et diplomatiques. Je pense que la propagande est l'œuvre de tous les États. Donnez-nous un seul pays qui ne fait pas de propagande. Que Dieu veille sur le Mali. Jonathan Datapame, et ce sera la conclusion, Luc. Tout à fait. J'ai aimé la mise au point de Maître. Je crois que, jusqu'à preuve de contraire, personne ici sur ce plateau n'a déifié ou qualifié d'héros les dirigeants maliens simplement parce qu'ils ont défié la France. Je n'ai pas souvenance de ça. Ce que nous saluons dans les actes que posent les dirigeants maliens, c'est l'approche et les choix politiques qu'ils font et qui montrent qu'en fait, ils sont en phase avec le peuple. C'est ça, en fait, le vrai débat chez moi. Et c'est pour ça que je dis, mais qu'il soit venu par un coup d'État qui n'est pas souhaitable dans un État démocratique, on comprend évidemment. Mais ici, nous sommes devant le fait accompli qui est que ils sont dans le piédestal de l'État et ils ont les prérogatives de diriger, de conduire une transition et donc d'assainir le champ politique malien de manière que ce qui a conduit au soulèvement populaire, qui a par la suite été couronné par le renversement du régime de Ibeka, ne puisse plus arriver au Mali. Et ça, je pense que ça sera un bel exemple pour beaucoup d'autres pays de la sous-région qui... Oui. Oui, nous arrivons déjà à la fin de notre émission. Nous saluons Justin de Thiévier, Serge de Cannes Police, Augustin d'Agoué, Didier de Dapon. Ils sont encore très très nombreux à vous poser des questions. Mais ce sujet passionne. Peut-être nous aurons l'occasion de revenir là-dessus, certainement. Maître, merci et bon dimanche à vous. Merci. King, merci une fois encore d'être passé. Merci Luc beaucoup. Également. Merci pour l'invitation. Pour la richesse du débat. Tout de suite, une nouvelle édition du journal sur votre préférée télévision. À très bientôt.